La nécessité de mesurer le temps a toujours été une préoccupation majeure des sociétés humaines, permettant de coordonner les activités quotidiennes et d'organiser la vie religieuse et économique. Depuis l'Antiquité, les phénomènes naturels, cycliques et facilement observables, comme le déplacement du Soleil au cours de la journée, les phases de la Lune ou le retour des saisons, ont servi de repères pour établir les premiers calendriers. Quant au jour, qu'il soit sidéral ou solaire, il représente l'unité de base du temps directement offerte par la nature. Pour subdiviser le jour en heures, l'homme a d'abord inventé le cadran solaire, tandis que la nuit, il recourait au clepsydre ou horloge à eau. Toutefois, ces instruments représentaient un inconvénient majeur, leur imprécision due aux variations des conditions environnementales. Il faut attendre 1657 pour que Christian Huygens, astronome et mathématicien, mette au point l'horloge à pendule, révolutionnant ainsi la mesure du temps. Quelques années plus tard, en 1670, Robert Hooke perfectionne ce mécanisme en concevant l'échappement à encre qui stabilise les oscillations du pendule et améliore considérablement la précision des horloges mécaniques. Dès lors, l'homme peut enfin compter sur un temps régulier et maîtrisé. À l'origine, leur fonctionnement principal était de marquer les heures et les quarts d'heure grâce à une sonnerie sans cadran ni aiguille. Leur fonctionnement reposait sur la chute d'un poids suspendu à une corde enroulée autour d'un cylindre. Leur précision laissait bien sûr à désirer. Certaines horloges prenaient ainsi jusqu'à 1 heure de retard par jour. Au XVIe siècle, les horloges restent encore rares et coûteuses, réservées aux châteaux et aux églises. Posséder une horloge devient un signe de prestige et de richesse. Ces machines ne se contentent pas de rythmer la vie des hommes. Elles constituent aussi des curiosités locales, attirant pèlerins et visiteurs, générant ainsi des revenus pour les établissements religieux et les villes. Progressivement, les horloges mécaniques gagnent en sophistication. Elles ne se limitent plus à indiquer l'heure, mais affichent aussi des informations astronomiques. Calendrier, phase de la Lune, position du Soleil et même la date de Pâques. Leurs concepteurs, à la croisée des disciplines, conjuguent savoir-faire en astronomie, mathématiques, mécanique et ingéniosité technique. Ces chefs-d'œuvre d'horlogerie se déclinent sous différentes formes, reflétant l'évolution de notre compréhension du cosmos, du géocentrisme à l'héliocentrisme. Avant le XVIIe siècle, les horloges étaient principalement des horloges astrolabes, à mouvement concentrique. Conçues selon une vision géocentrique du monde, elles représentaient le ciel et les mouvements apparents des astres tels qu'ils étaient observés depuis la Terre. Parmi ces chefs-d'œuvre d'horlogerie figure l'horloge de Lyon, qui date de 1383 et dont le constructeur est inconnu, celle de Bourges, qui date de 1423 et qui a été réalisée par Jean Fusoris, et celle de Saint-Omer, qui date de 1558 et qui a été construite par Pierre Enguerrand. On peut également ajouter la seconde version de l'horloge astronomique de Strasbourg, qui date de 1574 et qui a été conçue par Conrad des Hippodius. Ces horloges se distinguent par un cadran horaire situé sur leur bord extérieur, gradué en 2 fois 12 heures. L'heure y est indiquée par une alidade, une aiguille unique effectuant un tour complet en 24 heures. Un mécanisme sophistiqué y est intégré pour permettre au Soleil de coulisser le long de l'aiguille, ajustant ainsi sa hauteur en fonction des saisons. Généralement, le cadran place midi en haut et minuit en bas. Le tympan, qui constitue le fond de l'astrolabe, est doté de multiples graduations permettant de mesurer la hauteur des étoiles. On y retrouve notamment des lignes d'azimut et de hauteur, ainsi que des lignes d'horizon marquant les heures de lever et de coucher du soleil. Ces horloges indiquaient également les heures temporaires, c'est-à-dire un découpage du jour et de la nuit, chacun divisé en 12 heures, et dont la durée des heures variait au fil des saisons, un principe hérité de l'Antiquité. L'élément central de ces horloges est l'araignée, une structure mobile qui effectue un tour en un jour sidéral,
c'est-à-dire en 23h56. Elle est composée de plusieurs cercles. Le cercle extérieur est gradué en 365 jours, sur lequel sont inscrits les 12 mois de l'année. On retrouve également le cercle écliptique, légèrement décentré, où figurent les 12 signes du zodiaque. Le Soleil, fixé sur l'Alidade, suit également ce cercle et parcourt donc l'écliptique en une année. On trouve également le cadran de la Lune, où une petite sphère, peinte à moitié en noir, accomplit un cycle de 29 jours et demi, permettant de visualiser les phases au fil du temps. Au fil des siècles, ces horloges ont fait l'objet de réparations et de modifications. À Lyon, un cadran des minutes fut ajouté en 1660. À Bourges, le cadran affichant à la fois les heures et les minutes ne fut installé qu'à partir de 1872. Ces ajouts témoignent de l'évolution constante de la mesure du temps, conciliant l'héritage astronomique et avancées horlogères. Avec les observations de Galilée et la confirmation du modèle héliocentrique, les horloges astronomiques adoptent un nouveau visage. Désormais, elles présentent des cadrans distincts illustrant les mouvements réels des astres, notamment la position des planètes autour du Soleil. Parmi ces horloges remarquables figure le planétaire héliocentrique de l'horloge de Besançon, qui date de 1863, et de l'horloge de Beauvais, qui date de 1869, toutes deux conçues par Auguste Lucien Vérité, ainsi que la troisième version de l'horloge de Strasbourg, réalisée en 1842 par Jean-Baptiste Schwilger. De taille souvent monumentale, ces horloges se composent généralement de trois parties distinctes: le calendrier, le compute ecclésiastique et les automates. Comme toute horloge, leur fonction première est bien sûr d'indiquer l'heure. Le cadran horaire affiche non seulement l'heure locale et le temps universel, mais aussi le jour, la date, le mois et l'année. Une des principales difficultés réside dans la prise en compte des années bissextiles et de la réforme grégorienne de 1582. Initialement, Jules César avait introduit l'année bissextile en se basant sur une année de 365 jours et 6 heures. Mais ce système entraînait un léger décalage avec l'année tropique, responsable du retour des saisons. En 1582, pour corriger cette dérive, le pape Grégoire XIII instaura une nouvelle règle. Les années dont le millésime est divisible par 4 restent bissextiles, sauf les années séculaires, à moins que leurs deux premiers chiffres forment un nombre divisible par 4. Ainsi, les années 1700, 1800 et 1900 furent des années communes, tandis que 1600 et 2000 furent des années bissextiles. Certains cadrans de ces horloges indiquent également les heures de lever et de coucher du soleil, mettant en évidence la variation de la durée du jour au fil des saisons. Une particularité intrigante des horloges de Besançon et de Beauvais est leur capacité à afficher les heures des marées au Mont-Saint-Michel, bien que ces villes soient éloignées de la mer. Le compute ecclésiastique est un autre élément essentiel de ces horloges. Il regroupe l'ensemble des calculs permettant de déterminer la date de Pâques, une fête religieuse qui conditionne le calendrier liturgique. Cette date, fixée au premier dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, influence d'autres célébrations majeures, comme l'Ascension, qui a lieu 40 jours après Pâques, et la Pentecôte, qui a lieu 10 jours après l'Ascension. Ces horloges astronomiques ne se contentent pas d'indiquer l'heure et les phénomènes célestes. Elles intègrent également des automates animés. Comme l'explique Alfred Ungerer, dans les horloges astronomiques et monumentales les plus remarquables, ces figurines en mouvement, souvent accompagnées de carillons, avaient pour fonction première d'attirer le peuple vers l'église et de distraire les fidèles pendant les offices en latin. Toutefois, cette dimension spectaculaire suscita parfois des controverses. L'horloge astronomique du Mans, par exemple, fut détruite en 1770 sous prétexte que ces automates détournaient les fidèles de la prière. Si ces mécanismes ne jouent qu'un rôle anecdotique d'un point de vue scientifique, ils ont cependant contribué à fasciner les spectateurs, attirant les curieux devant ces chefs-d'œuvre d'ingénierie et de savoir astronomique. Remarque qui est malheureusement toujours valable de nos jours. Aujourd'hui, les horloges astronomiques font partie intégrante de notre patrimoine culturel, artistique et scientifique.
témoin des siècles d'ingéniosité et d'avancées techniques, elle nous rappelle les défis rencontrés pour mesurer le temps avec précision et parvenir à une définition universelle de l'heure légale. À l'ère des satellites, d'Internet et des horloges atomiques, où le temps est mesuré avec une exactitude inégalée, il est essentiel de préserver ces chefs-d'œuvre du passé. Ils incarnent le savoir-faire de nos prédécesseurs et le long chemin parcouru dans notre quête de précision. Sans effort de conservation, ce patrimoine inestimable pourrait un jour disparaître, emportant avec lui une part de notre histoire et de notre rapport au temps. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et notamment à commenter ou à poser vos questions dans la partie commentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'astronomie. Salut!